J'ai accompagné plus de 400 freelances à trouver des clients, j'ai embauché des dizaines de prestataires. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 ans de leçons de vente sur comment vendre ses services à des TPE, PME et startups en tant que freelance de l'IT. Pour vendre ses services en tant que freelance, il nous faut 2 choses. Une, que le client ait besoin de nous, et 2, qu'il nous fasse suffisamment confiance pour nous embaucher. La première erreur que j'ai identifiée chez beaucoup de prestataires, c'est de ne pas clairement noter les engagements qu'ils prennent dans leur devis. Un devis signé est par définition un contrat. C'est un engagement contractuel et donc tout ce qui n'est pas dans le devis, eh bien, c'est un petit peu du vent. Et à ce titre-là, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela maintenant quelques années, j'ai voulu refaire mes tunnels de vente pour ma formation, lien en description si vous souhaitez en savoir plus. Et à ce titre-là, j'ai contacté un certain nombre de prestataires de services pour m'aider à refaire ce fameux tunnel qui est fait avec un outil qui s'appelle ClickFunnels. Je les ai contactés par Malte, j'avais préparé un petit cahier des charges et l'un d'entre eux est sorti du lot puisqu'il avait effectué plusieurs projets de ce type. Et j'ai commencé à échanger avec lui et il a réalisé un devis qu'il m'a envoyé. D'ailleurs, n'envoyez jamais des devis. On y reviendra juste après. Quand il m'a envoyé son devis, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est on regarde le prix, qui était d'ailleurs un petit peu salé par rapport au budget que j'avais prévu. Donc déjà, moi, c'était un petit élément qui m'a fait grincer des dents. Mais bon, ça, à la limite, mettons-le de côté. Mais le deuxième élément qui m'a posé problème, et je vais vous l'afficher à l'écran en aperçu, c'est qu'il a écrit de manière relativement peu détaillée les éléments sur lesquels il s'engageait. Par exemple, il a parlé de mécanismes de personnalisation des communications en fonction des timings de la vidéo. Ensuite, il a parlé de conditions précises de timing et ou d'action par rapport à l'envoi d'email. En fait, ce qui m'a gêné dans sa prestation et dans ce devis, c'est que j'aurais aimé qu'il mette plus de précision sur les règles métiers exactes qu'il devait implémenter parce que c'était des requêtes de ma part qui étaient importantes pour moi. Et je n'étais même pas sûr que techniquement ce soit possible. Donc lui il m'avait dit que oui, donc ça me tenait à cœur que ça soit inscrit dans le devis. Donc je lui ai envoyé un petit email que je vous affiche à l'écran, bon je vais pas le reparcourir. Et à cet email, il m'a répondu ceci, c'est-à-dire oui en toutes lettres par rapport à mes questions, néanmoins il n'a pas modifié le devis. Et donc pour moi ça a été une forme de perte de confiance parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, j'ai une petite tendance, comme nombre d'entre eux, à être paranoïaque. Je me dis toujours, ok, je vais mettre tant d'argent, potentiellement je vais les perdre, potentiellement la personne en face de moi, elle va pas être compétente, sérieuse, etc. Et quelle est la probabilité que ce soit le cas? Et donc si une personne ne note pas les éléments sur lesquels il s'engage dans le devis, qui est le contrat qui va nous engager, eh bien, pourquoi est-ce que je lui ferai confiance? Et vraiment, ça, c'est une erreur que j'ai remarquée chez pas mal de prestataires, c'est qu'ils ne sont pas rigoureux dans les devis qu'ils envoient. Et d'ailleurs, voici une autre erreur. Envoyer des devis. Ne faites jamais ça. Un devis ne s'envoie pas, un devis, ça se présente. Sauf si la signature du devis est une formalité parce qu'il a déjà été validé oralement. Dans ce cas-là, vous pouvez l'envoyer. Et ça, c'est quelque chose que je vois facilement 90% des prestataires faire. C'est qu'ils envoient un devis en espérant que ça va passer, sauf qu'ils n'ont pas validé le contenu du devis, comme dans mon anecdote précédente, et 2, le tarif. Moi, ce que je vous invite à faire, si à la fin du premier rendez-vous avec le client, vous devez travailler sur le devis, vous n'êtes pas sûr du montant que vous allez facturer parce que vous avez besoin de faire un point, eh bien, ce que vous allez faire à la fin de ce premier rendez-vous, c'est bloquer un créneau le plus tôt possible dans le temps, donc 1-2 jours grand maximum, voire même dans la journée, et durant ce second rendez-vous, vous allez présenter le devis. Et vous allez le présenter sans le prix, vous n'allez pas réellement présenter le devis, vous allez présenter son contenu. Et vous allez poser 3 questions systématiquement pour chaque élément constituant de votre devis. Est-ce que vous voyez, cher prospect, des choses à ajouter, modifier, supprimer? Et si la personne en question m'avait posé ces questions-là, on aurait pu aborder les éléments les uns après les autres, et j'aurais pu lui dire, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça qui soit précisé, etc., etc. Et donc, la probabilité qu'il conclue cette vente était bien plus haut. Donc, faites des rendez-vous, validez le contenu des devis, ensuite, validez que la prestation convient, et ensuite, validez le prix. Mais respectez ces étapes-là, et surtout, rebloquer un créneau en fin d'entretien. Il existe aussi d'autres moyens pour renforcer ce principe de confiance, parmi lesquels les témoignages clients, les références, les recommandations. Vous allez gagner énormément de points lorsque vous allez devoir signer d'autres clients, puisque ces personnes-là vont crédibiliser votre discours. Et surtout, proposer ces recommandations et ces références avant même qu'on vous les demande, surtout quand vous avez en face de vous un client sérieux, crédible, avec lequel vous avez envie de travailler. Si à la limite, c'est un prospect, vous savez qu'il n'est pas très sérieux, etc., vous n'allez pas forcément déranger vos recommandations et vos références. Mais si c'est le cas,
proposez-les spontanément parce que ça va vous permettre de vous démarquer de toute la concurrence qui n'a pas fait cet exercice-là. Un autre moyen de gagner la confiance du client, c'est de lui expliquer le processus étape par étape. Ok, si vous me validez ma proposition commerciale, moi, je vais vous envoyer des rendez-vous pour les 3 rendez-vous qu'on aura durant le projet. Un premier rendez-vous d'une demi-heure pour que je puisse récupérer l'ensemble des éléments. Je vous enverrai une liste en amont de tous les éléments dont j'ai besoin. Et vous allez mapper chaque étape du projet, les réunions, les éléments que vous allez envoyer. Par exemple, si vous dites au client, moi, du premier au dernier jour de la mission, je vais t'envoyer un rapport d'activité quotidien par mail que tu recevras. Là, vous gagnez des points de confiance parce que la personne, déjà, elle peut se projeter dans la relation et elle voit déjà les éléments concrets que vous allez mettre en place. Et n'oubliez surtout pas d'écrire ces éléments dans le devis. Dernier point pour gagner de la confiance du client, c'est de montrer que vous le comprenez. Et pour le comprendre, il faut poser des questions. À ce titre-là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager un script étape par étape avec des listes de questions que vous pouvez poser lors de vos prochains entretiens. Donc, patientez encore un peu. Un excellent vendeur, c'est un petit peu comme un médecin. Avant de prescrire un médicament, une solution, eh bien d'abord, il va faire un diagnostic. Ce diagnostic, il va être sur les problèmes, sur la source des problèmes, si tant est que le client en a une idée. Et 3, les conséquences de ces problèmes, c'est-à-dire comment ça affecte ces problèmes-là le client, que ce soit d'un point de vue personnel et financier. D'ailleurs, petite astuce, lorsque vous avez un entretien de prévu, renseignez-vous sur votre interlocuteur. Tapez son nom et prénom sur Google, renseignez-vous sur son entreprise, renseignez-vous sur les services qu'il propose. Allez sur société.com d'ailleurs pour voir si la société est en redressement judiciaire, pour voir si déjà au niveau des impayés possibles, vous allez avoir de bonnes ou de mauvaises surprises. Et enfin, préparez à partir de ces informations-là, des expériences que vous allez pouvoir partager à votre interlocuteur, des choses que vous avez réalisées par le passé, qui sont en lien avec ce que lui recherche, mais aussi des recommandations et des références pour pouvoir ensuite accélérer votre processus et ne pas aller chercher à droite à gauche les éléments le jour J ou le jour suivant. À ce titre-là, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a maintenant quelques années, j'ai passé des entretiens pour rejoindre un startup studio et faire du développement d'applications mobiles sur iOS. Et en amont de l'entretien, j'ai regardé toutes les applications mobiles de ce startup studio, je les ai testées et j'ai trouvé un bug sur l'une d'entre elles. Et durant l'entretien, j'ai amené cette histoire-là. Je lui ai dit, voilà, dans le cas de cette application, je l'ai testée, j'ai remarqué tel problème et d'ailleurs, je pense avoir des pistes de solution. Et là, le fondateur du startup studio, il a sorti son téléphone, il a commencé à tester, il a dit, ah oui. Et alors, c'était une application qui était super bien faite, qui a fait un succès, qui a rapporté je sais plus combien de dizaines de milliers d'euros à son fondateur, enfin au startup studio. En fait, c'était un système de partage avec un lien de referral pour que il y ait d'autres utilisateurs qui s'inscrivent, etc., qui ne marchait pas, je crois, avec Snapchat, de mémoire. Et quand je lui ai montré ça, le fondateur, il était en panique. Il disait, ah mais mon Dieu, ça va pas, etc. Et du coup, on a presque dévié de l'entretien et on était plus en mode, ok, comment est-ce qu'on va résoudre tel problème? Et après notre rendez-vous, moi, je lui ai envoyé des bouts de code, etc., sur les solutions et comment résoudre le problème en question. Ce qui m'a permis d'être le profil choisi. Bon, j'ai finalement décidé de ne pas travailler avec eux pour d'autres raisons, c'est que financièrement, bon, c'était un peu ric-rac. Mais voici déjà une petite anecdote de, ok, je vais faire mes recherches, je vais voir les informations que je peux récupérer et regarder si déjà je vois des failles. Alors attention, quand on voit des failles chez un potentiel client, il faut l'amener avec élégance, avec du conditionnel, parce qu'on n'est pas sûr, peut-être que c'est un choix stratégique et en pointant du doigt quelque chose qu'on pense être une erreur, mais en fait qui est un véritable choix stratégique, là on se plante complètement. Donc attention, ce genre de choses, c'est à double tranchant, il faut être prudent. Ne cherchez jamais à pousser une solution avant d'avoir compris et d'avoir montré à votre interlocuteur que vous l'avez compris sur le problème qu'il a et la solution qu'il recherche. Je vais même aller plus loin en vous donnant un exemple. Avant même de commencer ma qualification avec un client, lui poser des questions pour bien comprendre sa situation, je vais dire une phrase du genre, écoutez, l'objectif de notre appel d'aujourd'hui, il est assez basique. L'idée, c'est que j'en sache un petit peu plus sur votre situation actuelle ou la situation actuelle du projet, vos objectifs, pour voir si, en fonction de la marche à franchir, je suis en mesure de vous aider ou non, parce que peut-être que je ne suis même pas la bonne personne pour vous accompagner sur ce projet. Cette phrase-là, elle crée énormément de confiance. Parce que vous avez quelqu'un qui est désireux de possiblement travailler avec vous, et vous lui dites, écoute, sincèrement, je ne sais même pas si je suis la bonne personne. Peut-être que tu ferais mieux de ne pas travailler avec moi et travailler avec quelqu'un d'autre, et donc vous vous asseyez quelque part sur des potentiels gains,
Ce qui est très contre-intuitif. Et en faisant ça, déjà, vous vous démarquez de toute la concurrence. Parce qu'en disant ça, on ne sonne pas du tout comme un vendeur de tapis. Un vendeur de base qui va chercher absolument à vendre sa solution. Ce qui crée l'effet inverse de repousser quelque part, on parle plutôt d'anti-vente dans ce cas-là, le fameux principe de casser la résistance à la vente, ce qui pousse justement le client à s'intéresser encore plus à vous. La résistance à la vente, vous l'avez peut-être deviné, c'est en fait ce sentiment d'anxiété que va ressentir un prospect lorsqu'il va être dans un processus de vente, qui va le pousser soit à rentrer dans une phase de confrontation avec son interlocuteur et de rentrer en défiance, ou alors de fuir la conversation en disant « ouais, j'ai besoin d'y réfléchir, on en rediscute plus tard ». Et de quitter la conversation et de ne plus jamais vous recontacter, de vous ghoster. Si ce genre de choses vous arrive avec des clients comme des TPE, des startups, voire des PME, c'est peut-être que dans votre approche de vente, vous générez de la résistance. A contrario, si vous diminuez, voire éliminez la résistance à la vente, le prospect va baisser sa garde et vous partagez le fond du problème, et en vous partageant le fond du problème, vous serez bien plus en capacité de lui proposer une solution qui lui convient. Une petite astuce que je vous invite à essayer, à appliquer désormais, c'est plutôt que de dire des affirmations du genre « je suis la bonne personne », tournez ces affirmations en question. Avez-vous le sentiment que je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce projet? Laissez le prospect s'auto-convaincre que vous êtes la bonne personne, parce que c'est bien plus convaincant quand votre interlocuteur dit lui-même pourquoi est-ce qu'il a envie de travailler avec vous, plutôt que quand vous lui dites, parce qu'on est, en tant qu'être humain, beaucoup plus convaincu par notre propre discours, par nos propres opinions, que par l'opinion des autres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais tous les travaux de recherche en psychologie comportementale qui ont été effectués par des gens comme Roger Mukeli ou Robert Cialdini. Petite parenthèse, si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez au minimum 4 ans d'expérience, sachez qu'on vous accompagne à trouver des clients et qu'on vous garantit au minimum un client dans les 5 prochains mois. Sinon, on vous rembourse entièrement ou on continue à vous aider jusqu'à ce que vous trouviez, à condition évidemment que vous appliquiez sérieusement notre programme. Et en plus de ça, on vous propose une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Vous n'avez aucun risque à travailler avec nous aujourd'hui, donc si vous souhaitez en savoir plus, regardez en dessous de cette vidéo dans la partie description, vous y verrez un petit lien, vous pouvez cliquer dessus, vous avez plus de 100 témoignages clients, vous pourrez regarder notre offre un peu plus en détail. Vous pourrez aussi d'ailleurs contacter ces personnes-là puisqu'il y a le nom, prénom de chaque personne. Donc je vous dis peut-être à bientôt parce que si vous voulez travailler ces sujets de vente, je pourrais moi directement vous accompagner là-dessus en one-to-one. Donc n'hésitez pas à réserver un rendez-vous pour qu'on en discute. Le levier le plus puissant en vente B2B, c'est la réponse à la question comment est-ce que le dirigeant de l'entreprise que j'ai en face de moi va rentabiliser ma prestation, ou tout simplement comment puis-je servir les intérêts de mon interlocuteur. Un dirigeant expérimenté analyse toujours une décision d'achat par le prisme du retour sur investissement. C'est systématique. Donc pensez-y, et lorsque ce n'est pas clair, posez la question. N'hésitez pas à demander les retours sur investissement que eux ils espèrent avoir avec ce projet-là, que vous allez développer, ou pourquoi est-ce qu'ils souhaitent corriger le bug, quel est l'impact négatif que ça a sur l'entreprise. Et ensuite, comme ça, vous pouvez mettre en contrebalance le prix de votre prestation. Vous pouvez dire, mais comment est-ce que vous allez faire sens de l'investissement que vous allez faire chez moi? Je vais vous prendre un exemple peut-être très parlant là-dessus, mais imaginons que vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez un taux horaire de 500 €. Imaginons. Si vous effectuez une tâche 10 heures par semaine, qui pourrait être effectuée par un assistant virtuel, par exemple, eh bien, cet assistant virtuel, imaginons que vous le payez 100 €. D'accord? Il va effectuer peut-être dans le même temps que vous l'ensemble de ces tâches. Même, mettons qu'il mette 2 fois plus de temps que vous à effectuer ces tâches. Ça va vous coûter 100 fois 20, 2000 €, alors que vous, ça vous coûtait 5000 €. Donc vous voyez là, il y a un gain de 3000 € dans le cadre de cette délégation de tâches. Donc le retour sur investissement, il est assez clair à ce niveau-là. Je vais aller plus loin sur cet aspect-là. Récemment, j'ai voulu embaucher quelqu'un, j'ai réfléchi à embaucher quelqu'un pour m'aider à rédiger mes vidéos, pour gagner du temps, etc. Je lui passe le bonjour s'il regarde cette vidéo. Et donc je me suis posé la question de, ok, il me demande plusieurs milliers d'euros, quelques milliers d'euros, un peu plus de 2000 €. Est-ce que ça vaut le coup pour moi d'y investir? Et la question que je me suis posée, c'est pas seulement, ok, est-ce que je vais rentrer dans mon investissement? Est-ce que je vais être rentable? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Ce qui pour moi n'était pas très clair au vu de la visibilité qu'a ma chaîne YouTube aujourd'hui. Et peut-être qu'à terme, ce sera largement le cas, je l'espère. Hein. Likez la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en ligne de compte, c'est ok, je peux investir de plus de 2000 € avec cette personne-là, mais peut-être que ces 2000 €, je peux les investir ailleurs, dans de la publicité, dans un copywriter, et dans ce cadre-là, la rentabilité sera
peut être bien plus grande. Et vous voyez cet arbitrage-là, on le fait constamment en tant que dirigeant. Et peut-être que vous aussi, vous le faites en tant que freelance d'ailleurs. Parce que vous aussi, quelque part, en tant que freelance, vous êtes dirigeant d'une entreprise, même si dans cette entreprise, il y a peut-être que vous aujourd'hui. Et il faut en avoir conscience de ces éléments-là parce que parfois on est en concurrence, pas vraiment avec nos concurrents directs, mais avec des concurrents indirects. Si vous êtes freelance dans le développement, peut-être que vous êtes en concurrence avec des logiciels SaaS qui vont proposer la même chose que vous à 80%, sans pour autant un niveau de personnalisation au même niveau. Mais comme ce 80% leur suffit, peut-être qu'ils vont se dire je vais peut-être payer 200 € par mois ce SaaS plutôt que de payer 20 000 € à un développeur pour me développer une solution de zéro. Et vous voyez, cet arbitrage-là, il faut en avoir conscience pour comprendre les enjeux du dirigeant et avec lesquels vous êtes en concurrence pour essayer aussi de saboter quelque part cette concurrence indirecte. En posant les questions, c'est OK, là aujourd'hui vous avez tel problème, quelles autres solutions vous avez envisagées pour résoudre ce problème-là? Et peut-être qu'ils vont vous révéler certains éléments que vous auriez pas appris autrement en posant la question. Et donc vous allez pouvoir avancer vos pions en disant OK, c'est quoi les avantages de cette solution pour vous, les désavantages, et montrer que vous avez les avantages mais pas les désavantages de l'autre solution. Petite astuce aussi. Dans chaque décision d'achat, il y a une notion de risque pour le dirigeant. Plus il va vouloir contrôler votre prestation et plus il va être difficile à convaincre. Un dirigeant qui a 50 € sur son compte et pour lequel vous facturez une prestation à 25 €, imaginons, va être beaucoup plus difficile qu'un dirigeant qui a 1 million € sur son compte, pour lequel vous allez facturer ces mêmes 25 €. Dans un cas, c'est la moitié de son argent. Dans l'autre cas, il va même pas voir la différence sur le compte. Donc vous comprenez bien que à ce niveau-là, il faut bien choisir aussi votre cible client. Plus vous allez aller vers des clients riches, plus la décision d'achat pour eux sera simple et donc votre processus d'acquisition client et votre capacité d'ailleurs à facturer plus cher sera grande. Donc choisissez bien à ce niveau-là et moi je vous invite vraiment à ignorer les petits clients, on en rediscutera après et vous focaliser sur les plus gros. Maintenant, pendant tout le processus d'avant-vente, le prospect il va généralement se poser 2 questions. À quel point puis-je faire confiance à ce prestataire de service et quel est mon niveau de croyance dans sa capacité à délivrer son offre? C'est pour cela qu'on a tendance, en tant que freelance, à diminuer cette perception du risque au maximum durant ce processus d'avant-vente pour maximiser les chances de signer le client. Ça paraît évident, mais il faut réfléchir à comment ça se manifeste d'un point de vue très concret. Par exemple, on peut faire des promesses contractuelles. On peut facturer au projet, au forfait, donc s'engager à un périmètre fixe, à un prix fixe, ou alors s'engager à facturer au temps passé. Le temps passé, il y a beaucoup moins de contrôle, c'est une obligation de moyens, pas de résultat, alors que dans un autre cas, c'est une obligation de résultat, de périmètre bien défini. Donc vous voyez que là déjà, en fonction de la manière dont vous allez facturer le client, vous avez un levier plus ou moins important dans le niveau de confiance et le niveau de sécurisation que vous allez proposer à votre client. Donc ça va avoir un gros impact sur le fait ou non qu'il va travailler avec vous. Les bons moyens de diminuer la perception du risque, je vous en donnais un petit peu tout à l'heure, ça va être par exemple de proposer des points réguliers, les noter dans le devis et d'en parler en amont de la contractualisation avec le client, que ces points se fassent par mail, par téléphone ou par visio ou même en physique. Si vous êtes développeur web, mobile, etc., vous pouvez lui proposer, vous engager contractuellement à lui livrer une nouvelle version de l'application tous les 2 jours ou toutes les semaines ou tous les jours. Pourquoi pas après tout? Certains freelances proposent aussi des rapports de temps. Ils vont utiliser des logiciels, je crois, comme Timely ou autres, qui vont traquer le temps passé sur le logiciel et donc ils envoient des extracts de temps ensuite par rapport au temps passé sur chaque fonctionnalité et ils facturent par rapport à ces éléments-là. Ce qui donne un sentiment de contrôle au client sur qu'est-ce qu'a fait le prestataire, est-ce qu'il a réellement travaillé, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais il y a de cela quelques années, j'ai été contacté par un fondateur de start-up qui voulait que je reprenne son application. Et moi, quand il s'agit de reprendre un projet, je pose toujours une question que je vous invite à intégrer dans votre script, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le précédent développeur? Et là, en posant cette question, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que le précédent développeur, il avait disparu dans la nature, il n'existait plus, il pensait même qu'il est mort. Je vous assure, je vous promets, il m'a regardé en visio droit dans les yeux, droit dans la webcam, et il m'a dit « Lilian, je pense qu'il est mort ». Puis après, il m'a expliqué leur manière de contractualiser. Et là, j'ai compris que le développeur, il était pas mort, il avait juste fui une prison. C'était leur contrat, c'était Guantanamo en fait. C'était l'horreur. Quand le fondateur de la startup m'a expliqué ce qu'ils avaient mis dans le contrat avec l'avocat, j'ai tout de suite compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il avait les désavantages de la régie et du forfait. Vraiment, mais c'était l'horreur ce contrat. Et donc moi, quand il m'a montré ça, mais je lui ai dit, mais jamais je signe un truc pareil en fait. C'est pas possible. Et moi, je veux vous mettre en garde face à certains clients
qui vont être extrêmement abusives dans leur manière de contractualiser avec vous, surtout les vieux briscards et aussi les nouveaux arrivants, les jeunes entrepreneurs. Trouvez des clients vraiment qui sont entre les deux, qui ont de l'expérience mais qui sont pas non plus trop des escrocs. Et pour cela, il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est l'acquisition client. Vous devez plus prospecter. D'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour prospecter, réservez un rendez-vous. On vous présentera notre système. C'est gratuit, sans engagement, les appels découvertes. On vous présentera, on a tout un système pour la prospection qui est spécifique aux freelances de l'IT. Donc vraiment, ne vous retrouvez pas dans une position à devoir dire oui à un client abusif. Continuez votre acquisition client, redoublez d'efforts à ce niveau-là, surtout dans l'époque où on vit, où le marché est de plus en plus tendu. Imaginons que votre objectif, il est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Moi, je vous recommande de ne pas travailler, ou en tout cas, de ne pas prendre de nouveaux clients qui ont des projets en deçà de 10 000 euros par an. Pourquoi ? Parce que l'effort nécessaire pour gagner 10 clients par an, déjà, il est assez important en matière d'acquisition client, de prospection, etc. Et parce que, tout simplement, ces clients-là vont pas vous rapporter assez d'argent par rapport à vos objectifs. Donc, focalisez-vous sur des clients qui ont plus de moyens, tout simplement, et vous verrez, la facture, elle va monter très rapidement. En plus de ça, ce que j'ai remarqué, après avoir accompagné encore une fois des centaines de participants, c'est que les clients qui ont le moins de moyens sont ceux qui vont vous utiliser le plus pour récupérer de l'information. J'ai eu le cas récemment, j'ai le cas toutes les semaines, franchement, où je discute avec un freelance et il me dit que il a fait je ne sais combien d'entretiens avec un couple de particuliers qui veut développer une application, et sauf que ce couple-là, ils ont pas d'argent. Au début, ils annoncent 25 000 euros, puis ce couple-là, il va essayer d'aller chercher une bourse chez BPI France, mais que pour cela, il faut d'abord peut-être faire un POC à 4 000 euros, etc., etc. Et c'est l'enfer. Moi, je vois des freelances faire 5, 6, 7 rendez-vous avec des fondateurs ou des jeunes entrepreneurs qui ne mènent à rien, et eux vont récupérer l'information, possiblement l'utiliser avec un autre prestataire qui sera encore moins cher que vous, et ils vont juste vous faire perdre du temps et donc de l'argent. Donc moi, encore une fois, ce que je vous recommande, c'est prospecter plus pour aller chercher des bons clients, ceux qui ont de la capacité et la propension à vous payer avec cette règle de calcul, voire plus. Vous pourriez très bien, si vous avez pour objectif de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, avoir un seul client. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Moi, j'ai eu un client qui est un grand groupe français, vous pourrez le retrouver sur mon profil LinkedIn. Je suis resté 3 ans chez eux, j'ai fait des années à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous arrête pour ceux qui sont sceptiques à ce niveau-là. Mes comptes, ils sont publics sur société.com. Vous tapez lien de Varis Consultant, vous verrez mes comptes. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est aller chercher des clients qui ont les moyens et ne passez pas votre temps avec des clients pauvres. Désolé, mais croyez-moi, vous me remercierez quand vous aurez pris cette décision. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je viens de vous dire, mais si vous avez en face de vous un client que vous pouvez aider, qui vous fait confiance, qui a envie de travailler avec vous, dont les moyens sont alignés avec ce que vous pourrez proposer et que vous avez de la bande passante à l'heure actuelle, signez ce client. Ne faites pas la fine bouche. Moi, je vois, et c'est terrible à dire, mais beaucoup de freelances qui vont refuser des missions parce que il y a un élément, surtout les développeurs, il y a un élément de la stack technique qui leur plaît pas, etc. Alors, si vous avez 1 an d'économie de côté, si vous avez mis en place et fait tout un travail sur l'acquisition client, ok pour patienter, ça fait sens. Mais si vous n'êtes pas dans cette position, prenez le client, signez-le, encaissez l'argent. Cela vous permettra de mettre un peu plus d'argent de côté et de vous préparer à des situations un peu difficiles. Malheureusement, quand on regarde les statistiques sur l'INSEE, je les ai pas en tête exactement, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je crois que après 5 ans, 75% des entreprises ferment. C'est un constat très difficile. Moi, je vois beaucoup de freelances aujourd'hui qui n'ont pas fait tout ce travail d'acquisition client, qui en payent le prix fort et qui reprennent des CDI et divisent leur rémunération par 2 ou par 3. Donc, ne faites pas trop la fine bouche. Signez des clients, encaissez, mettez de côté, sécurisez-vous. Ce framework, il n'est pas de moi en toute transparence, il est d'Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain, et on va voir étape par étape qu'est-ce que ça veut dire. Le C de closer, il veut dire clarifier pourquoi la personne est là, pourquoi elle est en face de vous, pourquoi elle vous a contacté sur Malte, sur LinkedIn, peu importe. Pour cela, vous pouvez poser des questions comme quel est votre objectif? Où vous en êtes dans le projet? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce que vous avez retenu sur mon profil Malte? Pourquoi est-ce que ce projet-là, il est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous souhaitez le faire maintenant? Ensuite, L pour labelliser le problème.
verbalisez-le. Donc de ce que je comprends, aujourd'hui vous avez tel problème qui a tel impact sur votre entreprise. Est-ce que j'ai bien compris? Si je comprends, aujourd'hui vous avez un enjeu de livrer à telle date, sinon il va se passer Y. Est-ce que c'est bien ça? On ne peut pas, en tant que freelance, apporter une réponse, une solution à un problème qu'on ne comprend pas. Donc, passez du temps à clarifier le besoin et revalidez-le auprès du client pour qu'il vous dise des phrases du genre « Oui, c'est exactement ça ». Généralement, quand on vous dit « Oui, c'est exactement ça », vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez probablement passer à l'étape d'après. Avant cela, vous pouvez très bien poser une question du genre « Est-ce que vous voyez des éléments que j'ai oubliés? Est-ce que vous voyez d'autres éléments à me partager? Est-ce qu'on a fait le tour ?» Le haut de closer pour overview. L'idée, c'est de faire un aperçu des solutions qu'ils ont essayé par le passé, voire même envisagé. Pour cela, vous pouvez poser des questions comme « Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Avez-vous travaillé avec d'autres freelances par le passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées, d'autres que vous avez moins appréciées dans la collaboration avec ce freelance-là? Mis à part moi, est-ce que vous avez rencontré d'autres freelances? Est-ce qu'ils vous ont fait des propositions? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé dans leurs propositions? Et utilisez ces informations-là pour les incorporer dans votre présentation ensuite. S pour sell. Vendre. Là, l'idée, c'est de vendre un petit peu votre collaboration. Généralement, cette partie-là peut intervenir dans un second rendez-vous. Pourquoi dans un second rendez-vous? Probablement, vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps pour préparer tous ces éléments-là, présenter et formaliser votre proposition commerciale. Et dans ce cas-là, rebloquez un créneau de temps et présentez-la en live à votre client. Faites une présentation de votre solution et de votre approche. Rappelez les objectifs du client dès le début du call, ce que vous avez compris, etc. Donc les objectifs, les contraintes, la solution que vous envisagez. Utilisez des histoires anecdotiques et courtes pour mettre en avant les problèmes que vous avez résolus, similaires, voire identiques à celui de votre client. Vendez le résultat final. Ne vous attardez pas forcément sur les détails techniques qui n'intéressent probablement pas votre client, surtout s'il n'est pas technique. Et validez la solution. Une question que moi j'aime bien poser, c'est « Ok, au vu de ce que je vous ai présenté, de 0 à 10, 0 étant, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, 10 étant, ça pourrait être une solution si on s'entend sur la question du prix, vous pensez que vous seriez à peu près vers quel chiffre? Peu importe le chiffre qu'on vous donne, n'hésitez pas à dire « Ok, pourquoi 7 ? Pourquoi 6? Pourquoi 5? Pourquoi 2? Pourquoi 3? Pourquoi 8? Pourquoi 9? » Et ensuite, si on ne vous donne pas 10, n'hésitez pas à dire « Ok, selon vous, qu'est-ce qu'il vous manquerait pour arriver à 10 ?» Et là, la personne va peut-être vous partager des éléments ou alors vous dire « Non, ça me paraît très bien, c'est juste que je donne jamais 10, par exemple. » Et à partir de là, vous allez pouvoir annoncer votre prix. Pas avant. L'idée, c'est de résoudre toutes les inquiétudes du client avant même de parler de prix. Les inquiétudes sur la prestation, les inquiétudes sur vos compétences techniques, les inquiétudes sur les points réguliers, les livraisons que vous allez faire régulières, etc., etc. Eux, pour expliquer. Là, on va expliquer et creuser leurs préoccupations, c'est-à-dire les objections. Les objections, elles peuvent tourner sur plein d'aspects, sur le prix, sur le décideur, ah ben c'est pas moi qui décide, j'ai besoin d'y réfléchir, on va peut-être repousser le projet, etc., etc. Vous devez creuser les objections. Si vous voulez de l'aide sur ces sujets-là, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec mes clients. Le R de closer pour renforcer la décision d'achat. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez conclu votre vente, que la personne a signé un devis, vous devez quelque part la féliciter pour sa décision et renforcer sa décision d'achat. Donc, comment est-ce qu'on renforce sa décision d'achat et comment on évite les buyer's remorse, les remords de l'acheteur? Vous venez de faire un achat, vous dites « Ah, mais mon Dieu, est-ce que j'ai pris une bonne décision ?» Moi, je vous invite à poser cette question qui est « Pourquoi, parmi les prestataires que vous avez pu rencontrer ou parmi toutes les solutions possibles, vous avez décidé de travailler avec moi ?» Et là, le client va se revendre à lui-même sa décision au fait de travailler avec vous. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est expliquer la suite du processus, programmer les rendez-vous, etc., pour expliquer et donner une vision de la suite de la relation pour que ce soit clair et que le client ne s'imagine pas le pire de par le manque d'informations que vous l'auriez éventuellement communiqué. Donc vraiment, expliquer la suite du processus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que même ma mère ne regarde pas les vidéos en entier, donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Réservez un rendez-vous pour qu'on fasse le point sur votre situation. Attention, on travaille uniquement avec les profils expérimentés, minimum 4 ans d'expérience. Pour rappel, on vous propose une double garantie. Au moins un client dans les 5 prochains mois, sinon on vous rembourse entièrement ou on continue de vous aider jusqu'à ce que vous trouviez une mission, à condition que vous suiviez sérieusement le programme. Et en plus de cela, on propose une garantie satisfait ou remboursée sans condition, cette fois-ci pendant 30 jours. Vous n'avez aucun risque à travailler avec nous et vous avez encore moins de risques à réserver un rendez-vous puisque c'est gratuit et sans engagement et on vous présentera en détail notre programme, on vous montrera exactement de quoi il en ressort. Donc, n'attendez plus, réservez un rendez-vous et moi je vous dis peut-être à bientôt de l'autre côté. Sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.